Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi de vous accueillir sur cette session de Live Digital qui s'intitule Comment prévenir d'une cyberattaque et limiter ses effets. Constats et bonnes pratiques autour des 5 mesures préventives de l'ANSSI. Je m'appelle Yann Gabriel, je serai votre présentateur de la session aujourd'hui. Je suis directeur Alliance et Marketing chez ITS Integra et j'ai réuni autour de moi 3 illustres intervenants invités. Je vais commencer tout de suite par vous les présenter. Donc, dans un premier temps, je me tourne vers Sax. Bonjour Sax. Jeanne. Donc Clément Domingo, sinon, également, also known as, a.k.a. comme on dit. Je vais prendre une grande inspiration pour donner un peu ta bio, rapidement, et ça c'est juste un extrait, j'ai envie de dire, tu fais beaucoup de choses. Donc tu es gentil hacker, tu es cofondateur de l'ONG Hackers Without Borders, tu es conférencier sur le thème de la cybersécurité, fondateur du permis cyber à destination des enfants. Pour nos enfants, ça compte beaucoup ici un petit hacker. Exactement. Accessoirement spécialiste des ransomware, donc on est pile dans le thème de la session aujourd'hui. On va pouvoir en discuter, c'est vrai. Absolument. Et tu as un focus spécifique, je dirais, sur le cyberespace africain depuis pas mal de temps déjà. Exactement, de plus en plus parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Exactement. Mon deuxième invité est Geoffroy de Lavennes. Bonjour Yann. Bonjour chef. Donc le directeur général d'ITS Integra, mais également depuis cette année, auditeur de la session nationale de la majeure souveraineté numérique et cybersécurité de l'IHEDN, donc l'Institut des hautes études de la défense nationale. C'est bon. C'est ça. J'ai bien dit, très bien, parfait, félicitations. Et enfin, Thierry Delmonte, donc également chez ITS Integra, directeur de l'ingénierie et avec notamment une appétence particulière aussi bien pour la cybersécurité que pour le Green IT. Bonjour Yann. Bonjour. Donc notre objectif aujourd'hui, à tous les 4, ça va être de dresser un rapide tableau des menaces pesant sur les organisations. On aura notamment le regard éclairé de Sax pour montrer un peu l'autre côté du miroir. Et puis surtout, on va faire le point sur les recommandations de l'ANSSI. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, je vous le propose. Donc, en un mot, si je vous regarde, chers invités, une menace toujours aussi présente, toujours aussi réelle? Oui, non, bof? Toujours aussi présente. Plus que jamais, j'ai envie de dire. Plus que jamais? Un peu trop, malgré qu'on soit en 2023, hélas. Tout à fait, exactement. Alors, Sax, justement, quelles sont les attaques les plus courantes qu'on voit aujourd'hui ? On part vraiment des attaques les plus classiques, donc ce qu'on appelle de la cybercriminalité de base, donc qui peut toucher le particulier, mais surtout aussi vers les entreprises, avec l'arnaque au président, de plus en plus aujourd'hui aussi de l'exfiltration de données, jusqu'en passant par le ransomware. Et au niveau du ransomware, il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est totalement aujourd'hui dans l'air du temps, c'est un peu ce qu'on appelle les IAB, donc pour les Initial Access Brokers, donc c'est vraiment toutes ces petites mains-là qui, eux, vont faire que de récupérer des comptes, après les revendre sur le dark web pour que des groupes cybercriminels puissent attaquer. Exactement. Est-ce qu'il y a des facteurs contextuels, en quelque sorte, Thierry, qui vont privilégier ou du moins faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de tentatives ou de plus en plus d'attaques? Oui, ouais, on en a plusieurs en entreprise, notamment l'avènement du télétravail, puisque le SI s'est ouvert à l'extérieur, il a fallu faire travailler les personnes depuis chez eux ou depuis n'importe quel le lieu public parfois, et du coup le système d'information est maintenant vulnérable, ou en tout cas les vulnérabilités sont plutôt exposées sur l'internet, et la sécurisation de ce SI prend du temps, et ça demande aussi des habitudes dans l'entreprise à mettre en place. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec Clément, mais c'est une sécurisation qui prend du temps, et ce temps n'est pas terminé malgré le fait que le Covid soit maintenant un petit peu derrière nous. Le deuxième contexte, c'est effectivement la complexité du SI maintenant, avec la partie hybridation notamment. On peut voir que on a une partie du SI qui peut se trouver sur un cloud public, on a un autre qui peut se trouver on-prem ou dans un data center, dans des agences, et cette complexité finalement, elle apporte une difficulté dans la sécurisation, et on sait tous que ça peut poser problème de sécuriser un SI qui est éparpillé un peu partout. Et le dernier point, c'est l'essor du DevOps, puisque effectivement, on a souvent voulu pousser un petit peu cet effort et cette démarche du DevOps, qui est vraiment quelque chose qui a rendu un grand service, notamment pour le time to market, mais parfois on a été un peu poussif sur le DevOps sans inclure le socle qui est celui de la sécurité. Donc on voit qu'il y a des démarches maintenant qui l'incluent, parce qu'il fait partie de la méthode, enfin pas de la méthode, mais de la démarche DevOps, et ça c'est quelque chose de très important. Alors justement, quand on fait le constat, alors très rapidement, un ou deux mots, au niveau de la protection des organisations, les organisations sont prêtes ou pas?
Commençons par toi, Sex. Focus sur la France, parce qu'on est en France. Je dirais qu'on est prêt à, sur une échelle de 1 à 10 à 4, même si en fait on commence à faire de plus en plus de sensibilisation. Mais ce qui est faux, c'est que, je le redis, en 2023, et qu'on se rend compte quand même qu'il y a énormément d'entreprises, et surtout aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup des PME, on ne parle pas beaucoup des TPE qui ont un vrai métier, mais qui sont très 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 loin du numérique. Et je peux te promettre, en fait, on ne se rend pas compte à quel point aujourd'hui ils commencent à être de plus en plus attaqués, parce que parfois leur système il est à plat, donc tu as vraiment zéro segmentation. On pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Et quand tu arrives, et surtout quand tu es attaquant, c'est quand même finalement simple, et ils se rendent compte que ah bah tiens, on n'est pas les seuls. Donc je dirais en tout cas pour moi un 4 sur 10. Donc peut mieux faire et toujours être dans cette dynamique-là, du coup de passer à 5 voire à 6 d'ici la fin de l'année. Geoffroy ? Ouais, non, mais en complément, je pense qu'effectivement, les entreprises commencent à plus se rendre compte de la difficulté, des problématiques qu'il peut y avoir. Il y a des éléments, on en reparlera tout à l'heure, des éléments de sécurité qu'on rajoute effectivement au niveau du SI pour limiter les risques. Il y a un des éléments qui n'est pas suffisamment pris en compte, à mon sens, c'est la préparation à la gestion de la crise. On y reviendra, je pense aussi, où la majorité des entreprises se préparent pas à cette problématique-là. Et quand ça arrive, c'est forcément beaucoup plus problématique, quoi. Thierry, qu'est-ce que tu constates, toi, sur le terrain ? La sensibilisation, elle augmente, ça c'est sûr, on le voit, les entreprises sont de plus en plus sensibilisées, elles s'équipent aussi d'outils ou de personnel aussi, de RSSI. Toutefois, c'est comme d'habitude, la démocratisation elle commence toujours par plutôt les grands acteurs, et comme le disait Clément, plus on descend dans la taille des entreprises, moins cette sensibilisation est faite, et pour autant, plus les vulnérabilités sont présentes, et c'est là où les attaquants vont mettre leurs efforts. Très bien. Donc justement, si je le résume rapidement, donc, il y a une tendance quand même de la menace qui est quelque part à la hausse. Alors, pas forcément en termes de nombre d'attaques en tant que telles. Hein. Il y a des chiffres assez précis, j'ai envie de dire, là-dessus. Jusqu'à un certain point, ça stagne par rapport à l'année dernière, typiquement. Mais par contre, il y a peut-être plus de réussite déjà dans les tentatives. Et tu vois, sur ces chiffres-là, si je peux me permettre, il faut quand même aussi prendre un peu de recul, parce que une fois de plus, quand on parle en fait de ces chiffres, c'est par exemple soit les intégrateurs, soit les éditeurs de solutions qui ont bien voulu faire différents sondages, aller un peu recueillir ce qui se passait sur le terrain. Donc c'est parfois toujours partiel. Donc de manière générale, surtout quand on parle de ransomware, sur lesquels moi je me suis un peu plus basé sur ces 5 dernières années, il faut toujours faire un facteur x5, x10 pour un peu avoir, on va dire, un vrai état, quoi. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne déclarent pas les attaques parce qu'ils n'osent pas annoncer sur le réseau qu'ils avaient des difficultés. Donc nous, c'est notre préconisation toujours de déclarer auprès des autorités compétentes les attaques. Guillaume Poupard, l'ancien patron de l'ANSSI, disait qu'il y avait 2 types d'organisations, celles qui avaient déjà subi une attaque et celles qui en auront une très prochainement. Et certainement que c'est une tendance qui est à la hausse parce que c'est un business qui est extrêmement lucratif. Les attaques cyber, ça rapporte beaucoup d'argent et les risques sont extrêmement faibles, toujours aujourd'hui, de se faire avoir. Donc c'est certain que malheureusement, je pense que c'est une tendance qui va continuer à se développer. Sans compter qu'il y a aussi les entreprises qui ne se sont pas encore rendues compte qu'elles s'étaient fait attaquer, et que leurs données sont probablement quelque part chez un pirate, et elles ne l'ont pas encore ni référencé, et ne sont pas encore rendues compte. Exactement, ouais. Donc effectivement, je suis bien d'accord avec toi, c'est que les chiffres d'une étude à l'autre sont parfois différentes, donc on va plutôt parler en termes de tendance et de ce qu'on voit nous sur le terrain. Alors je ne prétends pas qu'on a une vision complète, totale, absolue de tout ce qui se passe partout, mais on a quand même un retour d'expérience à donner tous les 4 sur le plateau là-dessus, donc on parle bien en termes de tendance. Alors on dit aujourd'hui qu'effectivement les cibles en tant que telles, à travers une sensibilisation ou le fait de s'être fait brûler les doigts une première fois, sont mieux préparées, dans le sens où effectivement les dépenses liées au poste de cybersécurité dans les budgets IT ont plutôt tendance à augmenter. J'ai vu pas mal d'études là-dessus. On va dire la moyenne, c'est à peu près autour de 5% sur la globalité du budget IT, ce qui paraît quand même relativement faible encore aujourd'hui par rapport aux risques encourus. Sur ce 5%, petite anecdote marrante ou pas, je ne sais pas d'ailleurs si vous savez quand on est un cybercriminel, quand je suis un groupe cybercriminel, comment je fais pour demander une rançon à une entreprise. Si vous ne savez pas, en fait, aujourd'hui, c'est littéralement fou parce que ces groupes cybercriminels sont littéralement des entreprises. Et donc, dans ces entreprises-là, cybercriminels, il y a vraiment des gens qui sont dédiés un peu à la partie compta. Et donc, un peu comme un comptable ou un peu une partie HR ou DAF classique, ils vont aller voir un peu le chiffre d'affaires de la boîte sur une année. Et puis après, en fait, ils vont venir vraiment demander littéralement entre 1 à 7% maximum du chiffre d'affaires. Et je peux te promettre que quand tu es vraiment
un patron, surtout d'une PME, d'une TPE, que tu as 60-70 salariés, que tu n'as presque pas de sauvegarde, d'ailleurs ça on va pouvoir en reparler aussi tout à l'heure, que tu as littéralement toute ta vie qui est là, je peux te promettre que si je te demande juste, je fais en fait un chiffre d'affaires entre 700 000 voire 1 million et que moi je viens juste te demander que 150 000, 200 000, voire qui est négociable, je peux te promettre que tu vas payer, quoi. Tout à fait. On constate aussi que les organisations achètent ou s'abonnent à des solutions ou des services de cyberprotection. Alors, divers et variés, peut-être pas toujours de manière très coordonnée, mais toujours est-il qu'il y a une vraie tendance à ce niveau-là. Et effectivement, quand on prend un peu les différents sondages, quasiment toutes les organisations disent oui, sur 2023, on va faire des investissements sur la cyber. Donc, on va dire que c'est un peu la lumière au bout du tunnel, en quelque sorte, hein, enfin. Plutôt une bonne chose. Alors justement, l'année dernière, donc en 2022, l'ANSSI a sorti une sorte de petite guide de 5 recommandations de mesures de protection prioritaires selon elle. On va en parler en détail. Donc on les voit affichées. Donc je vais juste vous les nommer rapidement et puis on rentrera dans chacune. C'est le fait de renforcer l'authentification sur les SI. C'est d'accroître la supervision de sécurité, sauvegarder hors ligne les données et les applications critiques, établir une liste priorisée des services numériques critiques de l'entité et s'assurer l'existence d'un dispositif de gestion de crise adapté à une cyberattaque. On va les parcourir ensemble. Donc, on va déjà, commençons par le commencement, donc renforcer l'authentification. Grand sujet, hein. Ça paraît simple comme ça, c'est de toute évidence pas si simple. Déjà, sur l'authentification, quelles sont les menaces qui pèsent réellement sur les organisations ? Quelles sont les techniques, on va dire, les plus courantes pour jouer sur l'authentification ? Classique, on parle un peu d'authentification, donc en face, on va un peu avoir pas mal d'acteurs qui vont procéder à du phishing, parce qu'aujourd'hui, ça reste vraiment le truc le plus simple. Ou alors le vol d'identifiant. Donc Credential a un couple mot de passe utilisateur, donc ID, mail, sauf qu'autour, pour venir un peu par ça, on pourrait penser qu'il y a un peu des solutions de 2FA, donc de second facteur d'authentification, de multiples facteurs d'authentification, mais là, s'il n'en est rien. D'ailleurs, pour citer un exemple qui est littéralement digne un peu d'un film hollywoodien, c'est ce qui s'est passé avec Uber au mois de septembre, octobre dernier. Donc très rapidement, pour remettre dans le contexte, il y a quelques comptes d'utilisateurs donc de chez Uber qui sont compromis et donc après revendus sur le dark web. Et ça, après, il y a un groupe cybercriminel qui rachète ça à pas loin de $100. Et dans ce petit package-là, il y avait il y avait un peu le compte d'un administrateur. Jusqu'ici, Uber avait quand même plutôt bien fait les choses parce que lorsqu'il se loguait, il fallait quand même un peu avoir ce petit code que tout le monde normalement a reçu sur son téléphone quand on fait des achats sur Internet. Et là, par contre, il n'avait pas ce code-là. Donc là, totalement, quand même, on se remet un peu dans le contexte. Il est la nuit là-dessus. Donc là, il commence à le bombarder de SMS. Puis à un moment donné, le gars ne répond toujours pas. Et donc là, ils prennent leur téléphone, ils appellent en lui disant si tu veux que je te laisse dormir, file-moi le code. Aussi loufoque que ça puisse paraître, le gars, il file le code. C'est comme ça que Uber se fait compromettre, quoi. Donc un peu en termes un peu d'authentification, un peu les 2FA qui viendraient, je pense, réduire énormément pas mal du coup d'attaque de base. Alors justement, Thierry, comment est-ce qu'on peut se prémunir au mieux justement sur ce sujet-là ? Alors pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est le mettre en place des process dans l'entreprise. Et le premier process, c'est de gérer évidemment les identités et les secrets dans une entreprise. Et pour gérer les identités et les secrets, le premier socle, c'est de mettre en place un annuaire centralisé qui va référencer en fait toutes les personnes et qui va pouvoir ensuite donner les bonnes habilitations aux bonnes personnes et ne donner que ces bonnes habilitations aux bonnes personnes. C'est-à-dire tout le monde n'est pas admin sur tout, mais ségréguer les accès pour que justement on puisse délimiter au maximum les droits et les accès sur le système d'information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de mettre en place... une fois qu'on a mis en place les process, c'est de mettre en place les politiques. C'est-à-dire que mettre en place une politique de gestion de mots de passe, ça, pour moi, c'est très important, puisqu'il faut gérer la complexité du mot de passe et, bien entendu, sa récurrence, c'est-à-dire la fréquence à laquelle on va pouvoir renouveler le mot de passe. Dans la gestion de ce process-là, il faut aussi gérer les entrées et les sorties des collaborateurs. C'est-à-dire que quand on entre, on a un credential, on a un mot de passe, on va le renouveler plusieurs fois dans le cycle de vie du collaborateur, et ensuite, quand il va quitter l'entreprise, on va détruire ce credential et supprimer ses accès. Ça paraît évident, mais la réalité est que c'est pas toujours fait. C'est pas toujours simple à mettre en place, et pour autant, c'est vrai que ça peut paraître
une évidence. Tout comme la gestion des mots de passe doit être aussi centralisée au sein de coffres-forts. Et quand je parle de coffres-forts, ce n'est pas uniquement les accès des administrateurs qui, la plupart du temps, on a une bonne pratique d'utilisation de bastions, c'est-à-dire qu'on passe pour se connecter sur telle ou telle machine, sur un bastion où toute la session sera enregistrée, les commandes seront bien authentifiées et tracées. Donc ça, c'est des bonnes pratiques qui sont de plus en plus mises en place. Mais on a aussi la gestion des mots de passe des collaborateurs. La plupart du temps, on le fait tous, je pense, c'est qu'on enregistre son mot de passe dans le navigateur qui est synchronisé avec différents devices et c'est une véritable porte d'entrée pour les attaquants puisqu'ils peuvent récupérer ainsi parce que le device était synchronisé mais qu'on l'a vendu rendu sans effacer la machine. Les mots de passe des collaborateurs peuvent se promener un petit peu partout comme ça avec des devices oubliés ou isolés. Pour éviter ça aussi, et je crois que Clément en a parlé déjà, mais c'est une bonne pratique de plus en plus, qui est amenée de plus en plus, et par les éditeurs de logiciels et par les fournisseurs de services, c'est le fait d'avoir plusieurs facteurs d'authentification, effectivement, soit un SMS, soit un email, soit une application sur son mobile, qui permet effectivement de se protéger contre la fuite de tel ou tel password. Voilà. Ok. En complément juste sur les mots de passe, il y a une tendance depuis quelques temps effectivement à avoir des mots de passe de plus en plus complexes et donc il y a un certain nombre d'éditeurs, de solutions sur Internet et tout ça qui imposent 12 caractères avec une majuscule, un caractère spécial, et tout ça, on en parlait la dernière fois où effectivement nous notre réflexion sur le sujet c'est plus de passer sur du passe-phrase. Je pense que Sax en parlera bien mieux que moi, mais effectivement qui permet aux utilisateurs de mieux garder en tête un mot de passe avec un niveau de sécurité qui est important parce qu'on peut avoir beaucoup de caractères sans avoir un mot de passe qui est extrêmement complexe à retenir. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? On le met sur une note sur son iPhone, sur un post-it sur son écran. Et au final, la sécurité, on a l'impression qu'on est bien parce qu'on a un mot de passe complexe, mais en fait, il est caché à plein d'endroits et il est facilement retrouvable. Exactement. Donc on a vu qu'il y a différentes solutions qui existent, des bonnes pratiques qui existent, ça on peut s'y tenir. Maintenant, ces bonnes pratiques-là ne sont pas toujours adoptées dans les organisations. Geoffroy, justement, les difficultés là-dessus, ça se situe à quel niveau ? C'est plus une difficulté technique ou c'est autre chose ? Le premier frein, de manière générale, des entreprises, c'est le coût associé à l'ensemble de ces solutions à mettre en place. Trop souvent, en fait, dans les entreprises, la partie cyber est vue comme un poste de coût sur le sujet et pas forcément comme un poste de sécurisation complète, effectivement, de l'entreprise. Et donc, ce serait bien, effectivement, qu'il y ait une évolution de la perception sur le sujet. Et cette perception, elle est quand même assez difficile à évoluer parce que, malheureusement, ce qu'on se rend compte, alors particulièrement, effectivement, chez les TPE, PME, c'est qu'il y a une mauvaise connaissance du risque associé à cette problématique-là, des CODIR ou des COMEX. Et donc, on ne met pas suffisamment de moyens sur le sujet. Alors, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, la tendance est en train un peu de s'inverser, c'est une très bonne chose. Donc ça, c'est très bien. On a la chance en France, tu parlais de l'ANSSI, d'avoir cette institution qui existe. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, même européens. En tout cas, pas au niveau où est l'ANSSI aujourd'hui. Il y a un certain nombre de certifications qui sont développées par l'ANSSI et qui permettent effectivement d'avoir une meilleure connaissance du niveau de sécurisation des différentes sociétés. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et ce que je peux conseiller, c'est d'aller sur le site de l'ANSSI. Il y a énormément de publications qui sont faites par l'ANSSI pour des publics qui sont très différents, aussi bien pour des publics très techniques que pour des publics qui ne le sont pas, et qui permettent effectivement de sensibiliser les personnes sur ces sujets-là. Donc voilà, un conseil, allez sur le site de l'ANSSI. Très bien, ça me paraît parfaitement clair. On va passer tout de suite au deuxième point, donc qui est d'accroître la supervision de sécurité. Alors, on rentre dans le monde un peu barbare des acronymes qu'on adore. Ça, il y en a beaucoup, ouais. Donc là, il y a du SIEM, du SOC, de l'EDR, du NDR, du XDR, de MDR, de tout ce que vous voulez. On se fait plaisir au niveau des éditeurs, pas de souci. Ces solutions-là, très clairement, on le constate au quotidien, on vraiment le vent en poupe. Alors que dans un passé pas si lointain que ça, on disait globalement, on constatait globalement que le SOC, typiquement, était quasiment exclusivement réservé à des grandes entreprises. Par contre, déjà il y a quelques années, un certain nombre d'acteurs, je dirais, qui ne sont pas des grandes entreprises, donc plutôt intermédiaires, ou PME ou autres, ont parfois plus dotés d'outils, sans pour autant vraiment augmenter leur niveau de protection. Pourquoi, Geoffroy ?
Je pense qu'une des dérives, entre guillemets, sur ce sujet-là des entreprises, c'est que lorsqu'on a une difficulté, lorsqu'on a rencontré une crise, lorsqu'on a rencontré une attaque, c'est qu'on pousse le curseur à l'extrême au niveau des outils. Et donc, il y a énormément d'outils qui sont achetés, ce qui complexifie, tout à l'heure Thierry en parlait, grandement le SI. Et donc, on augmente le nombre d'outils, mais on n'augmente pas forcément les équipes d'infogérance associées, d'infogérance aussi bien d'un point de vue système que d'un point de vue sécurité. Et ces outils, il faut les administrer, il faut les gérer au quotidien. Et souvent, en fait, ce qui manque dans les organisations, c'est effectivement les équipes humaines pour gérer l'ensemble de ces outils et pour assurer effectivement un niveau de sécurité suffisant sur le SI. On se retrouve typiquement dans ce retour d'erreur un peu terrible, typiquement d'entreprises qui ont déployé un SIEM, qui ont constaté que derrière, ils recevaient 5000 alertes de sécurité tous les jours, entre guillemets, incidents, à trier, à classifier, etc. Et qu'ils n'avaient tout simplement pas les bras pour le faire, quoi. Ouais, il faut avoir les équipes pour pouvoir traiter les informations qui remontent. Alors c'est vrai que les outils ont quand même évolué dans le temps, hein. Il y a quelques années, les IDS ou les IPS, alors c'est encore d'autres acronymes, c'était extrêmement verbeux en termes de logs, ça remontait énormément d'informations. Et donc maintenant, les outils embarquent de l'IA et donc permettent d'avoir des remontées d'informations plus ciblées. Pour autant, ces remontées d'informations, même si elles sont moins nombreuses qu'avant, il faut pouvoir les traiter, quoi, pour apporter la rémédiation derrière. Et donc ça, c'est effectivement indispensable dans une organisation d'avoir les équipes humaines pour pouvoir gérer ces outils-là, quoi. Alors justement, je rebondis sur la mention d'un autre acronyme IA, l'intelligence artificielle, SEX. Au-delà du buzz du terme, depuis quelques années, est-ce qu'il y a une vraie plus-value qu'apporte l'IA en matière de cybersécurité ? Littéralement. En tout cas, moi, j'en suis totalement convaincu, aussi bien du point de vue offensif que du point de vue défense. D'ailleurs, en fait, on n'en parle pas beaucoup. Mais je reste totalement convaincu que là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va avoir de plus en plus de choses autour de l'IA pour permettre de mieux détecter. D'ailleurs, qu'on parle un peu de SIEM et du coup de toutes ces solutions-là, capable de venir voir ce qui se passe sur le réseau, il y a quand même, en tout cas, moi, 3 mots qui me viennent. Et surtout, 3 mots retour terrain. C'est de pouvoir détecter, c'est de pouvoir alerter, c'est de pouvoir remédier. Trop peu souvent, Geoffroy le disait, trop peu souvent, tu vas un peu avoir juste une fonctionnalité de ces 3 qui va être couverte, ce qui fait que tu continues d'être un peu attaqué. Donc un peu en termes, un peu ce qu'on appelle là, qu'on fait un peu du red team. C'est très intéressant, surtout qu'on commence à mettre en place ce type un peu de solution, de pouvoir voir, allez, est-ce que moi, littéralement, en conditions réelles, je suis capable de détecter, je suis capable d'alerter, mais mieux encore de remédier sur une partie du SI quand j'ai détecté des comportements un tout petit peu bizarres. Et ces comportements bizarres, c'est là où l'IA peut venir un peu interceller, peut venir un tout petit peu aider ce qu'on appelle vraiment les analyses, qui soient de niveau 1, niveau 2, niveau 3, et puis après toute la partie remédiation, comment on va mettre tout ça en exergue. Et donc venir avoir littéralement de vrais exercices, donc vraiment des exercices parfois ce qu'on appelle du red team, blue team, donc on peut avoir donc, les méchants d'un côté, les gentils d'un côté, pour voir, allez, littéralement, moi là, je commence un peu à attaquer une partie du système ou toute partie du système, comment je fais rapidement pour voir ce qui est légitime ou pas légitime. Tout à fait. Alors, pour résumer, Thierry, est-ce qu'on peut parler d'une démocratisation, entre autres grâce à l'IA, mais pas que, des solutions de supervision de sécurité ? Oui, clairement. On avait auparavant une supervision qui était plutôt classique, qui concernait généralement l'infrastructure, c'est-à-dire qu'on allait relever les indicateurs sur tel ou tel système, tel ou tel applicatif, et dire oui, ok, cet applicatif est performant, ok, j'ai assez d'espace disque sur ma machine. Cette supervision-là est toujours indispensable, il faut pas qu'on arrive à saturer une machine et du coup à stopper le service, mais la supervision de sécurité, elle apporte finalement un nouvel œil qui n'était pas du tout ouvert sur toute une partie du système d'information et qui permet de détecter des attaques ou des approches qui étaient complètement invisibles. Je le disais tout à l'heure, beaucoup d'entreprises se font attaquer régulièrement et n'en ont pas conscience. Donc les données peuvent fuiter plusieurs mois, voire plusieurs années après que l'attaque a été faite. Et pour autant, aucun dispositif de sécurité, de supervision de la sécurité n'était en place. Elles n'ont pas pu le détecter. À mon sens, les attaques sont de plus en plus sournoises, en tout cas, de plus en plus complexes. Je te le confirme, ouais. Dans leur, même pas que dans leur approche, mais aussi dans la complexité de l'attaque. Elle peut aussi mêler de la technique et aussi du social, finalement, pour rentrer vraiment dans le système d'information par différentes portes du système d'information. Et
Et pour autant, sans système de supervision, on ne peut pas le détecter réellement, et c'est une vraie problématique. Moi, j'espère que effectivement l'IA puisse encore s'améliorer, qu'on puisse encore être plus fort sur ce genre de détection. Des attaques qu'on appelle les attaques lentes, par exemple, qui n'ont pas de signature. Des attaques sans signature, c'est assez complexe à avoir. Et sans l'aide d'une analyse comportementale, on pourrait pas du tout les détecter. Donc la détection fait partie, pour moi, du premier socle de la supervision de la sécurité. Il faut détecter pour ensuite pouvoir remédier et durcir le système. Si je peux apporter un dernier petit truc sur cette partie un peu supervision de la sécurité, donc là j'enlève littéralement un peu ma casquette technique, et surtout ce que je vois avec des grands patrons ou des équipes, on parle aussi très peu souvent, tu vois, un peu de l'analyse de risque. Finalement, quand tu vas un peu partir, sauter en parachute, est-ce que tu as la fameuse un peu ceinture et bretelle qui parle à tout le monde? Je sais pas, tu vas danser, à un moment donné, tu as la bretelle qui part, ok, mais tu as toujours la ceinture. Quel est un peu, littéralement, ton métier, ce que tu veux protéger, peu importe le risque. Donc peut-être aussi mettre tout cela en parallèle avec une vraie analyse de risque pour savoir ce qu'on va venir surveiller ou pas surveiller. D'accord. Parfait. Et en complément, parce que Sax en parlait effectivement au début, il y a différents types d'attaques. On parle beaucoup de ransomware parce que c'est effectivement une actualité très prégnante en France et dans le monde. Mais il n'y a pas que ce type d'attaque-là. Il y a l'attaque de vol de données qui est potentiellement aussi problématique pour une entreprise. Et justement, c'est pour rebondir sur ce que disait Thierry, le vol de données, l'objectif du hacker, c'est de ne pas être visible. Et dans ces cas-là, il utilise des vecteurs d'attaque le moins visible possible. Et si on n'a pas les bons outils pour se rendre compte de cela, effectivement, pendant des années, potentiellement, il peut y avoir des attaquants au sein de son SI, sans qu'on s'en rende compte, et qui, petit à petit, récupèrent toutes les données importantes de l'entreprise. Tout à fait. Alors, si je peux rapidement résumer en termes du côté des solutions, donc un SIEM, c'est déjà entre guillemets la base, en quelque sorte, le nouvel œil, comme tu disais Thierry, un outil qui va faire de l'analyse et la corrélation comportementale, justement, donc pour se rendre compte de choses qu'on ne voit pas du premier coup d'œil, un EDR pour protéger à minima les terminaux, et puis un scan de vulnérabilité, on continue. Oui, c'est ça. Ça c'est le dispositif de base. Ça rebondit bien sur ce que disait Clément, c'est-à-dire que l'analyse de risque, c'est super, mais connaître déjà à l'avance ces vulnérabilités et pas les découvrir lorsqu'on sera attaqué, c'est là aussi un point d'amélioration, parce que le système d'information, c'est un plan d'amélioration continue, et le scan de vulnérabilité fait partie de ce plan d'amélioration continue. Parfait. On va passer au point suivant, la troisième recommandation de l'ANSSI, donc, qui est de sauvegarder hors ligne les applications et données critiques. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, sauvegarder hors ligne? Toujours est-il que tout ça part déjà je dirais, est-ce que c'est un constat déjà? En tout cas, c'est ce qu'on entend en termes d'hypothèse, c'est que les attaquants ciblent de plus en plus les sauvegardes. Déjà, ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment la réalité du terrain? Littéralement, quand moi je vais venir un peu pénétrer ton entreprise, qu'elle soit grande ou pas petite, mon but premier, outre le fait d'exfiltrer, de te chiffrer, c'est de pouvoir détruire toutes les sauvegardes et comme ça te mettre une pression triple, voire quadruple pour t'inciter à payer et puis le refaire. Et c'est finalement, tu vois, on est en train un peu vraiment de parler de sauvegarde hors ligne qui peut paraître un classique, un must-have, mais beaucoup d'entreprises n'ont pas. Combien de fois j'ai vu des entreprises qui avaient déjà un plan de sauvegarde super, mais les sauvegardes sur le même réseau. Oui. Ou alors RGP, bon là c'est encore un peu plus technique, mais en tout cas on parvient toujours à exceller là-dessus, à les détruire. Combien de fois aussi, parce qu'on parle un peu de sauvegarde, ok, il y a les sauvegardes, mais les sauvegardes n'ont jamais été testées. Ça peut paraître, ça peut laisser un peu à rire jusqu'au jour où je peux te promettre que quand ça t'arrive, là tu ris plus du tout et tu te dis, mince, comment j'ai pu passer au travers de tout cela. Exactement. Alors justement Thierry, la sauvegarde hors ligne, je ne dirais pas en termes techniques, mais en termes de service, comment ça se présente? Ça marche comment? Je dois m'abonner à quoi? Je dois prendre quoi comme service? Alors, pour moi, c'est une évolution en fait, des bonnes pratiques qu'on pouvait faire avant, qui était le 3-2-1. Donc maintenant, on va rajouter un dernier 1 pour faire finalement de la sauvegarde immuable. Il faut rendre cette donnée sauvegardée, ou cette copie de données sauvegardée, inaltérable. Et pour ce faire, on va l'exporter dans un autre lieu, alors si possible avec une distance géographique suffisante pour
pallier à une problématique sur la région ou sur une localisation. Et on va rendre cette donnée complètement immodifiable en activant des protocoles WORM, par exemple, et aussi en coupant le réseau, cette cellule de sauvegarde qui sera externalisée, en coupant le réseau dès l'instant où cette sauvegarde a été faite pour que justement l'attaquant ne puisse pas y accéder et ne puisse pas altérer la donnée qui a été sauvegardée. Donc ça, c'est une sécurisation de la sauvegarde telle qu'on pouvait la connaître classiquement, qui permet en plus d'assurer et de pouvoir toujours restaurer la donnée, quelle que soit l'attaque finalement. Sur la partie immuable aussi, pour ajouter à ce que tu dis, qui est très important, on oublie aussi vraiment le terme aussi immuable. D'autres cas aussi, 2 fois ça m'est arrivé, où cette fois-ci les sauvegardes que l'on pensait intactes avaient été modifiées, et finalement il y a eu un peu ce plan de reprise d'activité, et les attaquants étaient encore là parce qu'ils allaient modifier les sauvegardes, s'implanter dedans et revenir. Donc la partie aussi immuable aussi, en fait on l'oublie très peu souvent, mais elle est hyper importante. Oui. Et choisir une bonne rétention, effectivement, il faut conserver une rétention suffisamment longue pour pouvoir revenir à un moment dans la timeline où la donnée n'a pas été altérée. Tu peux redonner éventuellement la définition du 3-2-1 ? Bien sûr. Alors le 3, c'est pour 3 copies de données différentes. Le 2, c'est pour qu'elles soient entreposées sur 2 médias différents. Évidemment, on ne va pas stocker sur la même baie de disque, par exemple, la donnée de production et la donnée de sauvegarde. Puisque quand on va perdre la baie de disque, on va perdre les 2 données. Et le dernier, c'est pour une externalisation. Donc 3-2-1, une externalisation, donc mettre sa donnée dans un autre bâtiment, sa donnée sauvegardée pour éviter un feu, éviter une catastrophe naturelle, une inondation ou autre. Et donc le dernier qui fait le 3-2-1-1, c'est pour la sauvegarde hors ligne et donc en dehors du réseau. Ok, très bien. Alors tu as parlé effectivement un peu de technologie, de Worm typiquement, on peut se baser là-dessus pour faire en sorte que ce soit écrit qu'une seule fois et inaltérable. Très bien. Je mets à la place d'une entreprise qui veut se protéger, qui veut mettre en place ce service-là. Est-ce que c'est complexe, c'est cher, combien Non, mais ce qui est intéressant, je vais juste revenir un peu sur l'historique. Avant, on avait l'habitude effectivement de réaliser des sauvegardes. Et en fait, la façon de le faire, c'est qu'en général, on sauvegardait sur bande. Donc, c'est des cassettes. Et on avait des robots dans les data centers ou même dans son entreprise, on avait un robot. Et souvent, la bonne pratique était faite, et c'était d'ailleurs assez souvent fait, c'était de sortir cette cassette régulièrement de l'entreprise. Et il y a beaucoup de boîtes qui le faisaient, même des petites sociétés. Il y avait des directeurs ou des directeurs informatiques qui partaient avec leur cassette à la fin de la semaine dans leur sacoche et qui le mettaient même chez eux. C'est la bonne pratique, en fait. C'est ça, en fait, la sauvegarde immuable, c'est d'avoir la capacité, effectivement, d'avoir des données. À un moment donné, c'est ce qu'expliquait Thierry et Sax, qu'on ne puisse pas altérer. Et donc, à une époque, il y a quelques temps, c'était la bonne pratique. Et puis, on est passé sur de la sauvegarde sur disque parce que c'était plus simple à mettre en place, moins coûteux, plus scalable. Enfin, il y avait plein d'avantages. Et en fait, on a perdu un peu cette bonne habitude-là. Et donc, depuis quelques temps, et effectivement, depuis les recommandations de l'ANSSI, c'est de plus en plus mis en place. C'est une bonne chose. L'avantage de le faire sur disque et donc de mettre en place de la sauvegarde immuable, c'est que ça coûte pas cher. C'est une option qui est pas très onéreuse. Parce qu'on peut en plus utiliser des solutions de stockage bloc par exemple qui permettent d'avoir des coûts moins importants. Potentiellement on peut utiliser du cloud public sur cette partie-là et externaliser ces données, ce qui permet de répondre aussi à la problématique du dernier 1 lorsqu'on est sur du cloud privé, de mettre son stockage des sauvegardes immuables sur du cloud public. Et donc on arrive à des coûts de stockage qui sont pas très importants. Il faut pas hésiter à le mettre en place. Je reviendrai sur un dernier point, c'est ce que disait Sax au tout début. Pour moi, le plus important, c'est effectivement d'effectuer régulièrement des tests de restauration. C'est malheureusement pas suffisamment fait dans les entreprises. Et souvent, on se rend compte qu'on a un problème de sauvegarde quand on en a réellement besoin de les restaurer. Et malheureusement, c'est trop tard. Oui, tout à fait. Ouais. Parfait. Passons au point suivant. Alors, je vais commencer par vous proposer une petite mise en situation. Rapide, hein. Donc, entreprise ou organisation, mon SI a été attaqué. Je me retrouve dans une situation où je dois déclencher un plan de reprise d'activité, tu en parlais tout à l'heure, Sax, un PRA, voire peut-être même totalement reconstruire from scratch, comme on dit, mon SI. Là-dessus, l'ANSSI préconise effectivement d'établir une liste des services numériques critiques. Thierry, pourquoi est-ce que c'est important ?
C'est important parce qu'il y a 2 indicateurs importants lorsqu'on veut déclencher un PRA ou un PCA, c'est le fameux RTO et le RPO. C'est-à-dire quel est le temps de fraîcheur de données que je vais m'autoriser à avoir lorsque je vais avoir mon incident et quel est le temps de reprise d'activité que je vais m'autoriser aussi. Pour être clair, en fonction des différents secteurs, on peut avoir des obligations, qu'elles soient légales ou d'affaires, de business, notamment sur le parti e-commerce par exemple. Je ne vais pas pouvoir m'autoriser à perdre 2 heures de commande par exemple sur un site e-commerce parce que ça pourrait, en plus d'entacher ma crédibilité de e-commerçant, mais ça pourrait me faire perdre tout simplement des affaires. D'autres fonctions du SI, un CRM, un ERP peuvent avoir des délais un peu plus forts sur le temps de reprise d'activité. Donc l'entreprise doit finalement faire ce plan et catégoriser avec différentes typologies les applications qui sont dans le SI pour savoir à chaque application quel est le RTO et quel est le RPO que les métiers s'autorisent à avoir. Ça, c'est vraiment, on va dire, la base lorsqu'on veut monter un plan de reprise d'activité. Okay. Donc oui, ça veut dire aussi, en quelque sorte, alors, on est tous dépendants, entre guillemets, jusqu'à un certain point des messageries, mais c'est peut-être pas toujours le plus astucieux ou le plus pertinent de remonter dans un premier temps obligatoirement la messagerie. Ça peut être potentiellement une autre application bien plus critique pour l'ensemble des collaborateurs et parties prenantes, clients, fournisseurs et ainsi de suite, quoi. C'est ça, finalement. Il n'y a pas de règle en tant que telle, ça dépend de chaque organisation, cette liste. Exactement. Okay. Alors, justement, Sex, est-ce que tu as déjà pu vivre des expériences où un client est en crise cyber comme ça et ce référentiel-là n'existe pas? Si ça, oui. J'en ai, mais... Il se passe quoi alors? Des centaines à te faire. Enfin, moi, une qui m'a le plus marqué, incident qui survient toujours, et ça par contre c'est pas du tout, tu vois, un peu le mythe qu'on dit, s'il intervient toujours le vendredi début d'après-midi et autres, et là vendredi quand même après-midi ransomware, puis le temps un peu de me contacter. 4 heures après, j'étais dans les locaux. La première chose, c'est bête à dire, hein, est-ce que là pour le coup t'as plus de messagerie, t'as plus aucun moyen de communiquer? En tout cas dans cette entreprise-là, ils n'avaient pas ne serait-ce que les numéros, c'est bête à dire, hein, les numéros privés des différents chefs de métier et surtout comment partir. Donc là tu passes quand même pas loin de une journée, parce que là, dans ces cas-là, on ne dort pas forcément la nuit, donc à dire, on vous contacte là ou là ou là, c'est bête à dire, mais ne serait-ce savoir que le carnet de tes responsables métiers, il faut l'avoir. Autre chose aussi, avoir un peu une cartographie. C'est hyper con, hein, mais si tu n'as pas de cartographie déjà de ton SI interne, sur papier, qu'est-ce qu'on remonte ? Pire encore, quels sont tes différents fournisseurs qui sont extrêmes, tu vois, donc c'est tout un tas de choses qui sont mais juste primordiales, et si tu ne l'as jamais fait, le jour où tu es confronté à ça, c'est un peu plus complexe. Hein. On rentre dans l'impro, quoi. Là, c'est même totalement l'impro, là où il faut quand même un peu apporter de la sérénité, un peu être calme, parce que qu'on appelle un peu une gestion de crise, et surtout dans ça, il faut un peu pouvoir la gérer. Et donc là, tu la gères pas du tout, quoi. Tu es en train de tu es littéralement dans le flou, dans une nébuleuse, et c'est pas en tout cas très intéressant à vivre pour ces équipes-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Ce qui est dingue, c'est quand tu le présentes comme ça, Sax, on se dit, ouais, non, mais c'est du bon sens, quoi. Évidemment qu'il faut, quoi. Mais on pourra en reparler tout à l'heure, mais effectivement, je rejoins tout à fait ce que tu disais. C'est extrêmement peu fait, et je pense que c'est peu fait parce que souvent, on donne cette responsabilité à la DSI. La cyber, c'est de la DSI, et donc c'est à la DSI, effectivement, de définir ses RTO et ses RPO sur ses infras. Et la difficulté, souvent, en fait, c'est que c'est pas qu'une problématique DSI. La DSI, elle doit travailler avec les équipes métiers pour savoir, effectivement, quelles sont les applications qui sont critiques dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on doit définir comme indicateur sur ces sujets-là. Et les métiers ne connaissant peu les risques cyber associés, ça ne fait pas partie de leur priorité, et donc ils ne travaillent pas forcément avec la DSI sur ces sujets. Et c'est là aussi, tu vois, tu te rends compte parfois à des entreprises, en tout cas des services qui pensaient bien collaborer, bien discuter, finalement ils ne discutent pas. Et quand tu le dis, hein, parfois la DSI ne connaît pas du tout, je sais pas, Rémi ou Mireille là-dessus, et puis finalement, mais c'est... forcément avec du recul, c'est un tout petit peu risible, mais ça l'est pas du tout sur le coup, quoi. Ouais. Et cette carto, résultat, moi je pense que donc, c'est un des éléments primordiaux dans la gestion de cyber et dans la gestion derrière d'une crise lorsqu'on a été attaqué. Et donc pour moi, ça doit être un sujet qui doit être poussé très clairement par les CODIR et les COMEX pour apporter le soutien à la DSI pour qu'effectivement elle ait toute légitimité, elle ait travaillé avec les métiers, elle ait les déranger sur ce sujet, parce que c'est du boulot, hein, de définir une carto, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais que la DSI ait la légitimité à aller pouvoir embêter les métiers pour récupérer cette information-là, quoi. Ouais, tout à fait. Pour un fournisseur de services, vraiment, c'est
c'est inconfortable de rentrer dans une cellule de crise et de voir que cette anticipation n'a pas été faite par l'entreprise. Et qu'elle est finalement sous le coup d'une attaque ou autre, et de voir que la priorisation sur la remontée du SI va se faire par la personne qui va parler le plus fort dans la réunion. Et ça, c'est terrible parce que la personne qui parle le plus fort dans la réunion n'est pas forcément dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt du business de l'entreprise. Donc ça, le vrai retour du fournisseur, c'est celui-là. Préparez-vous à l'avance pour qu'on puisse vraiment travailler dans notre cellule de crise correctement et vous remonter les bonnes priorités dans les applications. Et dernier point que je rajouterai un peu sur la réalisation un peu de cet inventaire-là, on parle surtout des services numériques, mais c'est bête à dire, hein, le jour où tu es attaqué ou où tu as un incident, quel est ton alternatif pour communiquer? Si on devait un peu communiquer là-dessus, alors qu'on n'est plus du tout sur le Teams, sur le Slack, comment on communique? Est-ce qu'on communique par Signal? Est-ce qu'on communique par WhatsApp? Est-ce qu'on communique là-dessus? Est-ce que tu as les numéros ou pas? Oui. Enfin... je pourrais t'en raconter comme ça, mais des milliers et des cents, et puis jusqu'au jour où tu le vis, tu te dis, non, en fait, ouais, c'est, comme tu disais, ouais, c'est un peu le b.a.-ba, non, c'est pas du tout le b.a.-ba. Et effectivement, le cas des numéros, on a un bon exemple, nous aussi, hein, là-dessus. Hein, on a dû réfléchir et penser à un processus qui nous a permis ensuite de récupérer typiquement les numéros de mobile privés des collaborateurs, du moins de ceux qui n'ont pas de ligne pro. Parce qu'on ne les avait pas recensés, et ça pose plein d'autres questions sur RGPD, sur voilà, comment je le fais, effectivement, quoi. C'est pas si simple que ça, quoi. Ouais, nous sur la partie simulation de crise, on en fait régulièrement, et effectivement, c'est un des éléments. Une fois qu'on a fait une simulation, on n'avait pas les numéros de téléphone perso des collabs pour les informer en interne, effectivement, qu'on avait une crise, qu'il fallait intervenir sur certaines manières. On se cachait entre guillemets sur les directives RGPD en se disant c'est du perso, donc on n'a pas le droit de le garder, et donc en fait on n'avait pas cette information, ce qui est une fausse bonne excuse, parce qu'en appliquant les bonnes pratiques du RGPD, on peut tout à fait garder des données perso, mais je rajouterais, il faut pouvoir les garder, mais il faut pouvoir les garder hors ligne, et de temps en temps, effectivement, quand on arrive sur une crise cyber, on demande effectivement cette information. Oui, je les ai. Ah bah non, parce qu'en fait, elles sont sur mon SI et mon SI est arrêté. Donc il faut avoir cette capacité à pouvoir externaliser cette donnée, un peu comme de la sauvegarde immuable, mais qu'elle soit disponible en cas de crise pour pouvoir intervenir rapidement, quoi. Parfait. Et dernière chose, puis après je m'arrête là, parce que en fait, toujours pour rebondir sur ça, autre client intervenu en crise, ils mettent un peu vraiment dans l'immense un peu précipitation un autre système, sauf que ce système-là ouvert, des données critiques, sensibles. Je te dis pas un peu le gros bazar que c'était derrière pour venir un peu rattraper ça. Finalement, tu vois, enfin, c'est vraiment des choses basiques, hein, mais si tu n'as pas du tout réfléchi à tout ça, mais tu t'exposes encore plus, quoi. Oui, effectivement. Ouais. De toute façon, on pourrait passer encore une heure rien que sur ce sujet-là, il n'y a pas de problème. Hein, malheureusement, on ne peut pas le faire, donc on va bouger, enfin, on va avancer tout de suite sur le dernier point, la dernière recommandation, hein, qui reprend un peu la thématique sur laquelle on vient de finir, c'est de mettre en place un dispositif de gestion de crise. Alors, pareil, hein, ça paraît simple comme ça, mais bien sûr, une cellule de crise... aucun problème. C'est la crise, donc tout le monde sur le pont et on y va. Maintenant, sans préparation aucune, qu'est-ce qui va se passer, Sex ? C'est la catacombe. Déjà, du coup, tu as toutes les personnes qui sont littéralement sur le nerf, parce que c'est un peu la situation. Et je peux te promettre, hein, tu as beau être une équipe DSI, travailler dans l'IT depuis 20-25 ans, être rodé, quand tu te prends un hypercut, quand tu as un vrai incident, que tu sais pas du tout si les attaquants sont toujours là, tu sais pas du tout déjà ce qu'on t'a piqué, mais en fait, tu tires un peu à vue et finalement, tu dépenses beaucoup plus d'énergie. Donc, d'où l'intérêt de vraiment être bien préparé. Je ne le dirai jamais assez, Lancy ne le dira jamais assez, vous ne le direz jamais assez, mais la préparation fait beaucoup. Autre chose aussi, quand on parle un peu de cellules de crise, je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, il n'y a que ce côté très technique. Comment on fait pour repartir rapidement ? Et non, il n'y a pas que le côté technique. Il y a aussi ce qu'on appelle un peu la cellule de crise opérationnelle. Et elle, son but, c'est d'être totalement déconnectée un peu de la technique. C'est que la technique va faire son taf, mais elle aussi, elle aura un peu à faire. Et entre ça, il y a un peu ce qu'on appelle les coordinateurs pour faire un peu le lien entre tout ça. Tout à fait. Mon cher Thierry, alors mettons-nous dans les bonnes pratiques. Hein. Quelles sont en réalité les différentes étapes qu'il faut respecter lors de la gestion d'une crise ? Alors la première étape, parce que c'est maintenant, les attaques sont de plus en plus fulgurantes, de plus en plus complexes, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi elles se propagent de plus en plus vite. Donc pour moi, la première étape, c'est la réactivité. Il faut aller très très vite, et pour ça, on met en place des protocoles de remédiation qui nous permettent d'isoler
rapidement l'attaque en fait. Donc si on arrive à avoir le plus rapidement possible l'identification de la machine qui s'est faite compromettre, à ce moment-là, on va isoler cette machine sans l'éteindre, sans la redémarrer pour conserver les preuves, parce que ça va nous servir pour plus tard. Si on n'a pas la possibilité et la granularité d'être à la machine, on va isoler le réseau, on va couper les accès, on va couper les accès vers les fournisseurs, on va couper les accès vers les clients. On va essayer de fonctionner par itération et couper de plus en plus de parties du système d'information pour finalement se retrouver et isoler la machine qui a été compromise. Donc ça, c'est la remédiation. Il faut aller très vite, la réactivité est très importante. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir des équipes 24/7 pour le faire, puisque les attaquants, ils adorent attaquer le vendredi soir. Thierry dit quelque chose de très important ici. Un peu, tu vois, surtout sur ce playbook-là. Non, mais en fait, je vais y revenir, surtout pour montrer sur ce playbook-là un peu, y aller étape par étape. Mais bon, ça, c'est déjà quand tu y as réfléchi. Mais je peux dire, hélas, que tu as certains qui sont totalement paniqués, qui vont juste venir éteindre la machine. Et quand tu éteins, en termes un peu de forensique, donc Bien là, sûr. si on parle un peu plus sur le côté très technique, on va un peu venir faire la post-investigation, un peu investigation mortem pour faire un peu ce parallèle avec ce que pourrait faire un médecin légiste. Mais tu perds beaucoup d'informations que tu n'as plus, quoi. C'est ça. Il faut débrancher, mais pas éteindre. Débrancher au niveau du réseau, pardon, pas au niveau électrique. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va lancer cette fameuse cellule de crise. Et donc là, encore une fois, la préparation, il faut savoir qui on va contacter, quels sont les partenaires du client qu'on va emmener avec nous dans cette cellule de crise, quels sont les intervenants techniques qu'on va embarquer. Oui, parce que aussi. c'est pas que de l'interne, ça peut être aussi effectivement des prestataires ou autres. Et c'est de tiers, plus en plus d'ailleurs des prestataires. Ouais. Les services, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont hybridés. On a des services un petit peu partout. Et il faut réunir tout le monde au sein de cette cellule de crise pour démarrer le travail et définir ce que moi j'appelle le plan d'assainissement. En clair, c'est le plan d'action qui va nous permettre derrière de revenir à une situation la plus nominale possible. Et dans cette cellule de crise, en définissant ce plan d'assainissement, il va falloir faire des choix, des arbitrages. Donc c'est important qu'il y ait des personnes qui soient capables d'arbitrer dans la cellule de crise, aussi bien côté client que côté fournisseur, parce que potentiellement, revenir à une situation nominale, ça va être restaurer de la donnée. Et du coup, restaurer de la donnée, c'est aussi perdre une partie de la donnée. Donc, il faut faire cet arbitrage entre est-ce qu'on veut revenir très vite sur un RTO très rapide ou est-ce qu'on prend un peu plus de temps pour s'assurer que peut-être on ne puisse pas perdre de données. Enfin voilà, ces arbitrages-là, on doit les faire avec les différents prestataires du client et le fournisseur d'accès, le fournisseur de services au sein de la cellule de crise. Une fois qu'on a fait le plan d'assainissement, on va assainir le système, on va revenir à un état le plus nominal possible. Et là, on va pouvoir faire tourner le plan d'amélioration, c'est-à-dire ce que j'appelle le plan de durcissement. Donc là, on va faire de l'analyse, comment l'attaquant est rentré, par où, quelle vulnérabilité il a utilisé, et on va corriger le système d'information et le renforcer du coup pour l'améliorer ou même le changer parfois. Et ça passe par du traitement de l'obsolescence, ça passe par des mises à jour ou simplement des fermetures de services qui étaient un peu trop ouvert, on va dire. Et ça va nous permettre, au fur et à mesure, de faire tourner le plan d'amélioration et d'avoir un système d'information le plus fiable et le plus sécurisé possible. Alors c'est pour ne pas tirer les bons enseignements de crise réelle, il y a des dispositifs qui existent, parce que c'est pas si simple que ça d'organiser une simulation complète de bout en bout. Thierry, Geoffroy, juste en quelques mots. L'année dernière, à ton initiative, on a participé typiquement à Rempart 22, donc ça c'est une simulation de crise cyber qui est organisée par l'ANSSI, le Campus Cyber et le CCA, c'est le club de la continuité d'activité, c'est très très clair. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement ? Est-ce que nous, de notre côté, alors qu'en principe, on avait déjà les processus, procédures et tout ce qu'il faut existant, qu'on avait déjà testé, et ainsi de suite, est-ce qu'on a quand même pu en tirer quelque chose en plus ? Je parlais de l'ANSSI tout à l'heure en disant que c'était effectivement vraiment une belle institution. Ils ont jamais trop assez. Ouais, non, mais vraiment, je le dis beaucoup. Et ils ont lancé l'année dernière effectivement Rempart 22, qui est une organisation de tests de gestion de crise qui touchait beaucoup d'entreprises et d'ailleurs de tailles différentes. Il y avait aussi bien de la TPE, de la PME, des ETI, même des OIV qui étaient dans ces simulations. On y a participé. Ça nous a permis effectivement de nous rendre compte d'un certain nombre de lacunes ou en tout cas de points d'amélioration qu'on pouvait avoir en interne. On parlait tout à l'heure des données qui étaient hors ligne pour
contacté un certain nombre de personnes. On s'est rendu compte qu'on avait déjà beaucoup de choses qui étaient existantes, mais que ce n'était pas forcément suffisant. C'est bien en plus d'externaliser de l'information, mais il faut s'assurer aussi que cette information elle soit à jour, et donc on la mette régulièrement à jour. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses effectivement dont on s'est rendu compte pendant ces tests. On parlait des tests de restauration de sauvegarde tout à l'heure. Les tests de simulation de crise, ils sont vraiment importants pour se rendre compte effectivement régulièrement de ce qui manque dans l'entreprise. Malheureusement, souvent, c'est pas suffisamment fait. Il y a des outils qui existent. Rempart 22, par exemple, c'était basé sur un outil open source, d'ailleurs, qui s'appelle OpenX, et qui est vraiment un super outil pour simuler des crises. Donc, les outils sont là. Ils sont pas forcément chers, d'ailleurs. Souvent, ce qui est un frein, c'est que ça prend du temps à faire des simulations de crise. Et le temps, c'est de l'argent. Donc forcément, évidemment, c'est pas toujours une priorité dans l'entreprise de le tester, alors que c'est vraiment indispensable. Et je rajouterais, ça que tu le disais tout à l'heure, il y a différentes entités qui sont impliquées dans une gestion de crise. Il y a évidemment les équipes techniques, il y a le COMEX, le comité de direction, il y a la communication également, parce que il est extrêmement important de communiquer en interne sur ce qui se passe et pendant toute la durée de la crise, de communiquer en externe auprès de nos clients, par exemple. Il y a de plus en plus maintenant d'attaques qui s'appellent les attaques par supply chain. Donc l'objectif est d'attaquer un sous-traitant pour pouvoir toucher la société mère, on va dire. Et donc, c'est important de les prévenir parce que potentiellement, on n'était pas forcément la cible. On est un élément de la chaîne pour attaquer quelqu'un d'autre. Il y a également toute la partie communication vers les autorités. Nous, on conseille fortement, effectivement, de porter plainte. Donc, il y a la CNIL, il y a le ComCyberGend, il y a la police. Enfin, il peut y avoir pas mal d'organismes et ça peut être assez chronophage. Et donc, c'est vraiment important que ces différentes cellules soient connues et que chacune teste la situation de crise sur son périmètre, pour que chacune soit vraiment le plus à l'aise possible, le plus réactif possible lorsqu'une crise apparaît. Et sur la partie communication, pour aussi rajouter, toujours retour terrain et situation vécue, qu'on n'est pas du tout aussi rompu à l'exercice. Parfois, peu communiquer, c'est dévastateur. Trop communiquer aussi. Et même dans les cas les pires auxquels j'ai pu assister, tu disais la communication interne. Mais le fait ne serait-ce que de descendre, une fois de plus, et on y revient encore, si tu n'as pas aussi un moyen d'alerter, de rassurer, d'expliquer actuellement à tes collaborateurs ce qui est en train de passer, pourquoi ils ne peuvent plus du tout accéder à ça ou ça ou ça, bah eux, à côté, ça commence à parler. Enfin, tu vois, en fait, sur les amis juste à côté, en fait, c'est tout bête, là-dessus. Et puis, c'est comme ça que ça commence un peu à remonter dans la sphère publique. Il y a 2-3 affaires en France dont je ne citerai pas directement. Et c'est comme ça qu'on a su qu'il y avait une attaque. Et surtout, et derrière, ça a été un désastre, La communication, elle est hyper importante aussi, Pardon, et du coup, les attaquants, est-ce que l'entreprise doit communiquer avec les attaquants? Parce que du coup, elles sont pas prêtes. Comment on communique avec un attaquant? Quand t'as jamais fait ce qu'on appelle littéralement un peu de la négociation, donc négocier un peu avec des gars, comprendre un peu est-ce que c'est un groupe qui est connu comme Lockbit, Conti, du Alphavi, du Black Hat, un peu tout ça. 150 groupes d'ailleurs aujourd'hui un peu dans le monde qui sont suivis, en tout cas qui font vraiment du ransomware quotidiennement. Savoir discuter avec eux aussi, c'est un vrai truc, parce que il faut le savoir, eux, on discute pas avec eux par messagerie, on discute pas avec eux par Slack et tout ça, donc il y a vraiment ce qu'on appelle SWATOX qui est le plus connu, et puis après derrière on peut aussi rebondir sur des canaux, savoir aussi qu'il y a une personne qui est spécifique. Si t'as pas aussi de Bitcoin, comment on le fait, comment on commence à le voir. Tout à l'heure je parlais un peu de l'aspect remédiation, analyse aussi encore, parce qu'il faut aussi à un moment donné un peu trancher. Est-ce qu'on paie, est-ce qu'on paie pas, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut, est-ce que les sauvegardes c'est tout un tas de choses qu'il faut préparer. Et donc, une cellule de crise, je pense qu'il n'y a pas meilleur exercice que de se préparer. Et plus on se prépare, plus le jour J, en tout cas, tu sais un tout petit peu quelles sont les personnes auxquelles il va falloir que tu ailles, en tout cas, demander de l'aide, vers celles dont tu parlais aussi, en fait, qui font un peu déclarer l'incident. Comment le faire? Donc, tu es un peu moins bousculé que si tu n'as rien. Tout à fait. Et de nouveau, je reviens à ce qu'on disait au tout début. Le jour J, il va forcément arriver à un moment ou à un autre. Oui, tout à fait. Donc il faut vraiment s'y préparer. Ouais. Tout à fait. On va essayer de garder un tout petit peu de temps pour les questions à la fin, s'il y en a. Alors, mais vraiment très très rapidement, vous regarderez juste, je vous donne un mot. Ce guide-là, ces recommandations-là, vous les validez alors? 300%, faut le faire. Et pour redire encore, l'ANSSI, on le dit pas assez, mais c'est une agence qui est aussi prise mondialement en exemple, surtout en Afrique. C'est la base. C'est la base. On commence par ça et après on va plus haut. Indispensable. Et hygiène, dont on n'a pas parlé, mais c'est... Exactement.
Il y a ce guide-là, effectivement, qui existe aussi, hein, qui est accessible sur le site de l'ANSSI, le guide de l'hygiène informatique, où il y a, là, on était vraiment dans des recommandations déjà bien spécifiques, où il y a tout le travail à mener en amont, avec les bonnes pratiques sur la mise à jour régulière, sur le traitement de l'obsolescence, équipement et logiciels, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment des référentiels que tout le monde doit avoir en tête, voire devant les yeux. Eh bien, écoutez, on arrive déjà doucement mais sûrement sur la fin. Je suis désolé, hein, j'aurais voulu continuer encore un moment. Vous aussi, je sais. Si je peux me permettre, je vais résumer très très rapidement. Donc la menace, elle est toujours aussi présente. Hein, ça, on est tous d'accord. Il y a un paysage comme de solutions qui est assez complexe à appréhender. Hein, beaucoup de choses qui existent. On ne sait pas toujours très bien quel périmètre, à quel sens vouer, en quelque sorte. On essaie d'être des gens positifs, hein, quand même, dans la vie. Hein, donc, il y a quand même une prise de conscience qu'on a tous partagée, hein, progressive du moins dans les organisations. Donc, on arrive, et même des organisations qui ne sont pas encore brûlées les doigts. Donc, ça, c'est plutôt bon signe, en quelque sorte. Il y a effectivement, Thierry, tu l'as confirmé tout à l'heure, une démocratisation au niveau des solutions de protection. Donc ça va, tout va bien. Restons sur le positif. Très très bien. Alors justement, pour ceux que ce sujet-là passionne comme nous, hein, c'est petite surprise du chef. Je pense la semaine prochaine, vous pourrez également recevoir ou télécharger du moins un livre blanc sur ce sujet qu'on a édité. Qui reprendra en quelque sorte le même fil rouge, donc les 5 recommandations et les bonnes pratiques, les conseils qu'on peut fournir nous. Alors il est important l'ensemble de cette opération-là. Hein, donc nous on est un humble acteur maintenant aussi de la cybersécurité française. Tout ceci, ça aurait été compliqué pour nous de l'organiser tout seul. Hein. Donc aussi bien le live aujourd'hui que le livre blanc. Donc merci beaucoup à nos 4 partenaires sponsors qui ont participé, qui contribuent tous très activement à la sécurisation des solutions finalement que nous on propose aux clients derrière. Donc ils sont iTrust, Nutanix, Ubiquin et Wallix. J'aimerais également dire un grand merci, de toute manière déjà à vous 3, hein, merci et bravo. Également à mon équipe formidable qui a beaucoup travaillé dans les coulisses, qui a beaucoup préparé, et c'est pas fini. Hein. Il faut tenir encore quelques jours, mesdames. Et puis, en dernier lieu, bien sûr, à nos clients qui nous font confiance, justement, pour les aider, pour les guider et pour être là, déjà en amont d'une crise cyber, voire de la bloquer. En tout cas, de les accompagner sur l'ensemble de ce genre d'événements-là. Est-ce qu'on a des questions ? Je me tourne vers la régie. On aura à peu près 3 minutes pour traiter éventuellement une question. Sinon, je vous donne l'occasion justement je ne sais pas, mais vous avez un dernier point que vous vouliez exprimer. C'est quoi la suite pour toi, Sex Moi, j'allais dire un truc qui allait choquer tout le monde. Oula. Arrêtez d'utiliser des mots de passe. Ah, ça j'aime bien ça. Non mais sincèrement, en fait, on a toujours été un peu habitué à ce truc-là. Un mot de passe 12, 8, majuscule, minuscule, mais tu reviens un peu ce qu'on appelle sur des patterns, un peu sur des schémas. Et si on dit en plus que, je sais pas, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tu vas forcément tomber là-dessus. Et donc aujourd'hui, une des meilleures recommandations, c'est un peu d'utiliser plutôt des passes de phrases, en fait, différents mots qui sont beaucoup plus robustes que ce truc-là. Attends, c'était quoi ? C'était une minuscule, une majuscule ? Il faut arrêter de le faire, quoi. Je suis totalement preneur. Je sais qu'on ne peut pas toujours, par rapport à certaines normes... malheureusement, beaucoup de sites, juste des sites web, par exemple, qui imposent effectivement... C'est vrai, mais je reste, convaincu qu'on puisse un peu faire changer, évoluer les mentalités par rapport à tout ça. Il y a déjà eu un changement des mentalités sur la cybersécurité de manière générale, donc je ne doute pas que ce point-là... Allons-y. Le futur changement, finalement, c'est faire que la cybersécurité, la sécurisation du SI soit le plus simple possible pour les utilisateurs. Parce qu'en fait, il est vu aujourd'hui comme une contrainte par l'utilisateur et il faudrait qu'il soit de moins en moins une contrainte. Et pour ce faire, il faut que ça soit simple. Et le passe-phrase, évidemment, il en fait partie. Mais il y a d'autres pendants de la sécurité qui restent encore un petit peu complexes et un petit peu durs pour les utilisateurs. Et à mon sens, le RSSI dans l'entreprise, il doit aussi sécuriser, évidemment, le SI, mais il doit aussi faire attention à ce que cette sécurisation permette toujours de travailler facilement et de ne pas entraver non plus la bonne collaboration entre les collaborateurs. Tout à fait. En tout cas, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Effectivement. Littéralement. Peut-être aussi terminer toujours sur une note positive, parce que moi je suis plein d'optimisme un peu pour la cyber. Toujours aussi dire aujourd'hui que, comme on a pu le dire,
peut-être rapidement que la cyber aujourd'hui, il ne faut plus la voir comme un centre, en tout cas voir vraiment la cyber comme un centre de coût, mais plutôt comme un centre de profit. Tu vois. Bien sûr. Quand on va arriver à ça, on va commencer à faire des choses un peu plus intéressantes. Il y a de l'espoir. On finit sur une note très positive. Donc voilà. Puis la sensibilisation, c'est Parfait. effectivement quelque chose de très important. Sax participe beaucoup sur la sensibilisation, entre autres auprès de nos jeunes. Et c'est important, effectivement, de leur parler des risques qu'il peut y avoir pour que demain, ils soient encore meilleurs que nous, quoi. Exactement. Créer une vraie culture, en quelque sorte. C'est toujours bien de voir un hacker qui n'a pas celui de capuche. Je m'attendais à ça, tu vois, je me suis dit, est-ce que je ramenais un peu la capuche ou pas, mais non, en effet. J'ai hésité tout à l'heure. Quand je dis pas aux gens que je suis hacker, ils sont pas... Bon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais jusqu'à un certain temps, ils s'en doutaient pas du tout. Ok, parfait. Bah écoutez, on n'a pas de questions, ça veut dire que c'était soit parfaitement clair, soit potentiellement on a plein de questions derrière. Je pense pas, je pense que c'était extrêmement digeste, même pour un non-initié en quelque sorte. Je vais donc conclure, on respecte parfaitement le timing, donc vraiment bravo à tous les trois. Non, c'était toi le maître. C'est vrai que je suis le maître du temps, mais vous êtes bien autocensuré aussi jusqu'à un certain point. Donc merci beaucoup, merci à tous d'avoir assisté à cette session-là. Le replay sera bien entendu très prochainement disponible. Donc j'espère que vous n'hésiterez pas. Ça fait partie de l'éducation, entre guillemets, de la sensibilisation de nos cibles. Donc je vous souhaite une excellente semaine. Merci Yann. Bien ensoleillé. Merci à tous. Et à très prochainement. À très vite. Merci beaucoup.